Donc moi je suis, ceux qui me connaissent et qui sont très nombreux dans cette salle le savent, je suis généralement un philosophe très positif et très optimiste, et je vais peut-être surprendre certains d'entre vous aujourd'hui en vous proposant un discours nettement plus négatif. Je ne vous dis pas que je partage les analyses que je vais vous présenter, mais en tout cas elles méritent d'être connues et elles complètent un certain nombre d'éléments qu'on a entendus, en particulier de la part d'Yves de Kerven. Je commencerai par une interrogation. Savez-vous quel est l'ouvrage le plus souvent cité dans ces déplacements par notre Premier ministre Édouard Philippe? Eh bien, je vous donne la réponse. C'est Effondrement de Jared Diamond. Effondrement de Jared Diamond. Si vous ne me croyez pas, vous tapez sur votre moteur de recherche préféré, c'est-à-dire Google, Jared Diamond plus Édouard Philippe, et vous trouverez un certain nombre de vidéos montrant notre Premier ministre brandir cet ouvrage en disant c'est l'ouvrage le plus important, tout le monde devrait avoir lu cet ouvrage. Il a lu l'été dernier. Hein. Il a lu, il a eu du mérite. Alors du coup, moi j'ai lu aussi les 850 pages, vous voyez, on ne recule devant aucun sacrifice pour préparer mon exposé, mais j'avais commencé à travailler le sujet bien avant de savoir que Édouard Philippe était également, j'ai tort de dire ça, je ne suis pas un passionné de ce livre, mais avait beaucoup apprécié cet ouvrage. On a une immense littérature concernant ce qu'on appelle, le mot est entré dans le vocabulaire depuis quelques années, très récemment en fait, la collapsologie. Collapsologie, ça vient du latin collapsus, qui veut dire ce qui s'effondre d'un seul bloc, mais dans une terre de rugby, c'est aussi dans le vocabulaire médical, un collapsus, une brusque chute de tension, si mes informations sont bonnes. Mais dans une terre de rugby comme celle de l'agglomération toulonnaise, tout le monde sait ce que veut dire l'anglais collapse, puisque quand on voit un match de rugby à la télévision avec un arbitre britannique, qui en général nous traite très très mal, mais ça c'est un autre débat, lorsque une équipe pratique ce qu'on appelle un groupé pénétrant ou un maul, l'équipe adverse doit s'opposer frontalement à ce groupé pénétrant. Si elle fait s'écrouler ce groupé, c'est une pénalité, et l'arbitre anglais dit collapse, hein, effondrement du maul, et c'est une pénalité qui est sifflée par l'arbitre. Le premier ouvrage historique sur le sujet a été celui, il remonte à presque 30 ans, c'est en 1990, c'est celui de l'historien américain Joseph Tenter, T-A-I-N-T-E-R, The Collapse of Complex Societies. Ce livre de 1990 étudie l'effondrement des civilisations mayas et Chaco, un peu moins connu, c'est dans le sud des États-Unis actuels, et de l'Empire romain. Alors il fallait faire un choix dans cette immense littérature, des dizaines et des dizaines d'ouvrages. J'en ai retenu deux qui me semblent très complémentaires. Le premier, c'est celui que je viens de citer, Jared Diamond, Effondrement. C'est surtout un ouvrage historique qui analyse l'effondrement de grandes sociétés du passé, l'île de Pâques, les Incas, etc. Le second est davantage un ouvrage de prospective que j'ai trouvé assez remarquable, Comment tout peut s'effondrer, de Pablo Servigne et Raphaël Stevens. Pablo Servigne est ingénieur agronome, docteur en biologie. Raphaël Stevens est éco-conseiller, expert en résilience des systèmes socio-écologiques. Alors quel va être le plan de ce bref exposé? Je vais d'abord essayer de vous proposer des définitions de l'effondrement. Je vous montrerai ensuite si on a des leçons de l'histoire à tirer des anciens effondrements d'anciennes civilisations. Je vous montrerai dans un troisième temps, et ça sera un débat intéressant avec Yves de Gardel, ce qu'il en est de l'effondrement irréversible apparemment de nos ressources, malgré toute l'ingéniosité dont nous pouvons faire preuve. J'insisterai dans un quatrième temps sur l'originalité de notre situation, qui est unique dans l'histoire, ça ne ressemble pas à ce qui s'est passé autrefois. Et je terminerai par les inconnus, les certitudes, et avant de conclure sur nos faiblesses et nos atouts. Voilà donc le chemin que je vous propose. Est-ce qu'on peut donner des définitions de l'effondrement? En parcourant ces deux ouvrages, j'en ai trouvé deux qui me semblent assez complémentaires. L'une, on la trouve dans Comment tout peut s'effondrer, c'est celle de Yves Cochet, qui est un homme politique écologique bien connu, qui signe la postface du livre d'ailleurs. Voilà ce qu'il dit. Un effondrement, c'est le processus à l'issue duquel les besoins de base, entre parenthèses eau, alimentation, logement, habillement, énergie, etc., ne sont plus fournis à une majorité de la population par des services encadrés par la loi.
Et la deuxième définition, qui est davantage démographique, c'est celle de Diamond dans son livre Effondrement. Je le cite, par effondrement, j'entends une réduction drastique de la population humaine et ou de la complexité politique, économique, sociale sur une zone étendue et une durée importante. Donc vous l'avez noté comme moi, Diamond insiste sur la démographie, l'effondrement de population qu'on a connu dans le passé, dans nombre de civilisations, tandis que Yves Cochet insiste, et on le comprend aisément quand on connaît un peu le personnage, sur la catastrophe écologique qui nous menace. En réalité, les deux définitions sont très complémentaires, et au moment où j'ai choisi ce sujet, tout à l'heure on faisait un peu d'autosatisfaction, et j'ai été heureux de voir que Yves de Kerdrel allait dans le même sens, en disant qu'on avait eu du nez en choisissant ce sujet. Effectivement, j'ai choisi ce sujet longtemps avant de découvrir, par exemple, une double page du journal Le Monde, c'était le 6 février dernier, le succès inattendu des théories de l'effondrement. Et puis, quelques jours plus tard, le 13 février, dans l'Express, il croit dur comme terre à la fin du monde. À l'université du Val d'Oise, on va jusqu'à enseigner comment se comporter après la fin du monde. Donc il y a un module dans une université française pour préparer les individus. Donc vous voyez, on ne pouvait pas être plus dans l'actualité que de vous proposer cette réflexion. Alors est-ce que, en lisant l'ouvrage de Diamond en particulier, on peut dire qu'il y a des leçons de l'histoire, ça c'est un vieux débat philosophique que Vincent Cespedes connaît aussi bien que moi, ça peut être un beau sujet d'agrégation, n'est-ce pas Vincent? Hegel le premier a posé cette question, est-ce qu'il y a des leçons de l'histoire? Que nous révèlent les études approfondies, très approfondies, puisque le bouquin est quand même un gros pavé, que mène Diamond, ses principales études portant sur l'effondrement des sociétés de l'île de Pâques, de la société des Mayas, de la société des Vikings, et puis on a aussi une étude comparative intéressante dans nos deux territoires voisins qui n'ont pas réagi du tout de la même façon aux crises écologiques, Haïti d'un côté, la République dominicaine de l'autre. Alors oui, il semble bien qu'il y ait 2 ou 3 leçons de l'histoire quand même qu'on pourrait tirer de ces observations. Première leçon, très importante et très intéressante, et en même temps un peu inquiétante, l'effondrement suit de près l'apogée de ces sociétés. On n'a pas un processus régulier de dégringolade, on a une société qui va très très haut et qui brusquement, brutalement dégringole. Le plus bel exemple peut-être, et c'est celui auquel Diamond a consacré le plus long travail, mais des prédécesseurs avaient fait la même chose, je vous l'ai dit il y a quelques instants, l'effondrement de la société pascuale, c'est l'adjectif qui signifie la société de l'île de Pâques, a suivi de très près le moment où cette société avait atteint un pic démographique, c'est le moment où les Pascuans étaient les plus nombreux, au moment où la construction des monuments était intensive, c'est là qu'on a construit les plus grandes statues, ces statues qu'on vient admirer aujourd'hui encore sur l'île de Pâques, et donc c'est le moment où l'impact humain sur l'environnement était le plus marqué. Alors cette proximité de l'apogée et de l'effondrement brutal, au fond, n'est pas si surprenante que cela, si on réfléchit bien, puisque c'est lorsque la population est en son apogée, c'est lorsque la richesse est la plus importante, que la consommation des ressources est la plus grande, que la production de déchets est la plus considérable, et l'apogée donc de la société entraîne aussi l'apogée de l'impact sur l'environnement de cette société, au risque du dépassement des ressources, ce qui s'est produit systématiquement dans le passé. En 1872, quand on a redécouvert l'île de Pâques, il y avait 111 Pascuans sur l'île de Pâques, alors qu'ils étaient plusieurs milliers, jusqu'à 8 ou 10 000, si ma mémoire est bonne, et peut-être davantage, dans les siècles antérieurs. Voilà pourquoi l'effondrement de la société de l'île de Pâques est, je cite Diamond, comme une métaphore, un scénario du pire, une vision de ce qui nous guette peut-être. Donc première leçon, l'effondrement suit de près l'apogée. Seconde leçon, il y aurait 8 processus de destruction de l'environnement, puisque c'est effectivement une dimension majeure de l'effondrement, qui sont distingués par Jared Diamond. Je les cite rapidement, l'importance varie selon les cas, dans l'histoire, dans les sociétés. Premier facteur, premier processus, la déforestation, ça a été le cas sur l'île de Pâques et dans d'autres sociétés. Les problèmes liés au sol, ça on le savait déjà depuis longtemps, l'érosion, la salinisation. Depuis longtemps, on a découvert, par exemple, des explications historiques de l'effondrement de l'Empire romain, c'est la salinisation des sols.
qui deviennent tout à fait infertiles et qui fait que la population n'est plus nourrie. Perte de fertilité du sol. Troisième facteur, la gestion de l'eau. Yves de Kerdal en a parlé, j'y reviendrai dans quelques instants. Troisième facteur, la chasse excessive. Quatrième facteur, la pêche excessive. Cinquième facteur, les conséquences de l'introduction d'espèces halogènes parmi les espèces autochtones. On assiste à ça aujourd'hui, avec des dégâts considérables. Ensuite, on a la croissance démographique, bien sûr, excessive, et l'augmentation de l'impact humain par habitant. Donc, deuxième facteur, écologique. Troisième leçon de l'histoire, qui est un peu plus inquiétante encore que les deux précédentes, la créativité des sociétés ne suffit pas, ne suffirait pas à protéger ces sociétés de l'effondrement. Et là, on a un exemple très très bien travaillé par Diamond, qui est l'exemple de la civilisation Maya. On a peu d'exemples sur toute la planète et dans toute l'histoire d'une civilisation aussi inventive. Les Mayas ont été prodigieusement inventifs en technologie, en découverte de tous ordres. Vous connaissez leur astronomie, vous connaissez les prouesses extraordinaires qu'ils ont accomplies dans quantité de domaines. Eh bien, une société inventive n'est pas pour autant à l'abri de l'effondrement. Une société comme celle des Mayas s'est écroulée assez brutalement alors qu'elle était extrêmement riche en création et en inventivité. Troisième temps de mon exposé, vous voyez, j'essaie de respecter mon rythme et d'aller assez vite, c'est simplement des pistes que j'ouvre. L'effondrement irréversible de nos ressources, qui a été évoqué tout à l'heure par mon ami Césarée, ici présent, qui a interrogé Yves de Kerdal à ce sujet. Nul ne l'ignore depuis la publication du rapport Meadows, The Limits of Growth, limite à la croissance. C'est ce rapport demandé à des chercheurs du MIT en 1970 par le Club de Rome, publié en langue anglaise en 1972. Ce rapport fut à l'origine du livre, un peu vilipendé par notre ami Yves de Kerdal, il n'est peut-être pas tout à fait auteur, mais je ne vais pas m'engager moi dans ce débat, Halte à la croissance, voilà l'édition originale, vous voyez, j'avais de bonnes lectures déjà en 1974, j'étais pas tout à fait décalé. Ce qui est quand même assez sidérant, c'est que ce rapport qui date de 45 ans, c'est assez quand même important, 45 ans à l'échelle des hommes, même s'il contient peut-être des erreurs d'analyse et peut-être s'il a des dimensions, je l'accorde volontiers avec de Kerdal, plus politiques ou politiciennes que scientifiques et écologiques, il n'empêche, il nous mettait pour la première fois devant les yeux la limite de la planète évoquée par mon ami Claude Césarée tout à l'heure. Il est quand même assez sidérant, je pèse mes mots, que 45 ans après, on ait si peu pris en compte cette dimension des limites de notre planète. Alors qu'est-ce que c'est que l'effondrement irréversible de nos ressources? C'est d'abord la baisse, et l'adjectif est important, exponentielle de nos réserves en pétrole, en minerais et en eau. Je commence par le pétrole. Alors on nous dit de temps en temps, oui, mais on s'est trompé, on découvre encore d'importantes réserves. C'est pas faux, mais c'est pas la bonne approche. Dans les années 60, pour chaque baril consommé, on découvrait l'équivalent de 6 barils de pétrole dans les différentes fouilles planétaires. Aujourd'hui, avec une technologie bien plus performante, pour chaque baril découvert, on consomme 7 barils. Inversion complète. 6 barils découverts pour un baril consommé 1960, 7 barils consommés pour un baril découvert au début du XXIe siècle. D'ici une quinzaine d'années, personne n'a contesté ce chiffre, pour se maintenir, pas pour progresser, pour se maintenir simplement, l'industrie planétaire devra trouver un flux de 60 millions de barils par jour. C'est l'équivalent de la capacité journalière de 6 Arabies saoudites. Ce sont des chiffres. Les minerais et les métaux, c'est mieux connu. Les principaux minerais et métaux empruntent la même voie que l'énergie, celle du pic. Toutes les études démontrent, peut-être la solution sera-t-elle avec Elon Musk sur la planète Mars, mais c'est un autre débat. En tout cas, tant que nous restons sur notre petite planète, les études démontrent la rareté de 88 ressources non renouvelables et la probabilité qu'elles se trouvent en situation de pénurie permanente d'ici 2030. C'est très très proche. L'eau, Yves de Kerdal l'a évoqué, de par le monde, les nappes phréatiques baissent à des taux plus rapides qu'elles ne se remplissent, de sorte que dans la plupart des territoires, les nappes phréatiques vont disparaître dans un avenir relativement proche. L'exemple de l'Australie est effectivement exemplaire, comme a dit Yves de Kerdal.
Deuxième élément de la description, le déclin de la biodiversité. On est tous sensibles, mais je crois que là encore, on prend insuffisamment en compte le côté assez terrifiant des chiffres que nous possédons. 60% des animaux sauvages ont disparu depuis une cinquantaine d'années, 60%. Les poissons, on a une demande mondiale en poissons qui s'accroît considérablement. En 2003, une étude sérieuse, à mon avis, à ma connaissance, peu contestée, estimait que 90% de la biomasse des grands poissons avait disparu des océans depuis le début, et des mers depuis le début de l'ère industrielle. 90%. Les oiseaux, en Europe, 52% des oiseaux des champs ont disparu au cours des 30 dernières années. Si vous êtes randonneur, vous savez qu'on entend de moins en moins d'oiseaux chanter. Chez nous, on en entend encore parfois. Mais j'ai fait un trek dans le Nord-Vietnam, au fin fond du Nord-Vietnam, dans des territoires où il n'y avait pas d'électricité. Il y a quelques années, avec mon épouse, en 8 jours de trek, on n'a pas entendu un oiseau chanter. Les insectes, on en parle moins parce qu'ils sont tout petits et moins visibles. 80% des insectes de la planète ont disparu depuis 30 ans. 80%. Or, ces insectes jouent un rôle irremplaçable dans la chaîne alimentaire et dans l'équilibre des écosystèmes, comme vous le savez. Troisième facteur, dont on parle beaucoup moins, le vieillissement de tous nos réseaux. Une économie développée, industrielle, comme la nôtre, suppose des réseaux de transport d'eau, d'électricité, etc. Or, une grande partie de nos réseaux, dans les pays développés, dans les pays de l'OCDE par exemple, ont plus de 50 ans d'existence. On s'en aperçoit régulièrement. On voit l'état de nos routes, et encore, c'est bien pire dans d'autres pays d'Europe qu'en France. Donc ces réseaux, ils ont 50 ans et parfois plus d'un siècle. Ces réseaux de transport, ferroviaires, on en parle souvent, voitures, camions, électricité, distribution d'eau, ces réseaux, ils ont été construits à une époque où l'énergie n'était pas chère, où les économies étaient prospères, et donc on les a laissés vieillir tranquillement, sans s'en occuper exagérément. On nous alerte sans arrêt sur l'état de nos voies ferrées. Ces réseaux fonctionnent déjà au-delà de leur capacité maximale, et il va se poser des problèmes considérables au niveau des réseaux, on en parle beaucoup trop peu. Et enfin, quatrième facteur, celui-là vous le connaissez parce qu'on nous en parle assez régulièrement, et même Yves de Kerdrel, malgré son optimisme, y a fait allusion tout à l'heure, les risques grandissants d'un basculement du climat. Il évoquait les 20 degrés à Paris au mois de février. Dans le livre « Tout peut s'effondrer », on trouve cette phrase, je cite, « En 2008, une équipe de climatologues a recensé 14 éléments de basculement climatique, c'est-à-dire d'inversion brutale du climat, de transformation brutale du climat, susceptibles de passer un certain nombre de points de rupture. Alors parmi ces facteurs, il y a le permafrost de Sibérie, il y a les courants océaniques qui pourraient se transformer en profondeur, il y a la forêt amazonienne, avec le nouveau président, on sait qu'elle est très mal en point, il y a les calottes glaciaires, ça, on voit ça à longueur de semaine sur nos écrans de télévision. J'ai lu tout récemment, et vous aussi, qu'un scientifique, je ne sais pas s'il est américain, peu importe, nous a alerté sur la possibilité d'une disparition des nuages sur toute la planète, qui entraînerait évidemment un réchauffement absolument terrifiant. Donc il y a des leçons de l'histoire, il y a des éléments inquiétants concernant l'effondrement de nos ressources, et en même temps il faut prendre en compte l'originalité de notre situation. Nous vivons dans un monde globalisé, Yves de Kerdrel l'a dit tout à l'heure. La mondialisation est à la fois source d'optimisme, c'est incontestable, et je l'accorde volontiers à Yves de Kerdrel, et de pessimisme en même temps. De pessimisme quant à notre capacité à remédier à nos problèmes environnementaux. C'est-à-dire que la mondialisation rend impossible l'effondrement isolé d'une société, comme autrefois l'île de Pâques. L'île de Pâques était un système clos, isolé, sans contact avec l'extérieur, il a dégringolé, personne ne s'en est aperçu, et ça n'a pas eu de conséquences sur le reste du monde. Il ne pourrait plus en être ainsi dans un monde interconnecté et globalisé. Donc l'île de Pâques, le Groenland viking se sont effondrés sans qu'il y ait de conséquences sur les territoires voisins. Si aujourd'hui quelque chose se produit à l'échelle d'une des grandes sociétés de la planète, il y aura des conséquences planétaires évidentes. Deuxième élément, la disparition des énergies fossiles, nous en avons parlé, mais j'ai insuffisamment montré la dépendance extrême dans laquelle nous sommes par rapport à ces énergies fossiles.
Il faut bien voir que sans énergie fossile, ou avec la baisse drastique de ces énergies fossiles, c'en est fini de la mondialisation. La mondialisation repose entièrement sur les énergies fossiles. Notre industrie, nos activités économiques reposent sur les énergies fossiles. Sans pétrole, on le dit trop peu, le système électrique actuel s'effondre, y compris le nucléaire. Le nucléaire repose en grande partie sur une énergie fossile qui est le pétrole. Si le pétrole devient une marchandise rare, voire disparaissant, il n'y a plus de nucléaire possible. Nous avons montré tout à l'heure la baisse exponentielle de nos réserves en pétrole. Et troisième élément lié au précédent, il serait impossible, je parle au conditionnel, ces sujets sont délicats et difficiles, de maintenir notre modèle si on remplace les énergies fossiles par des énergies renouvelables. On entend souvent ce discours aujourd'hui développé, en particulier dans les milieux écologiques, eh bien on va remplacer, pas de problème, on va remplacer les énergies fossiles par des énergies renouvelables. Or il y a deux handicaps considérables dans ce projet, qui est louable en soi, dans l'absolu. Premièrement, les énergies renouvelables n'ont pas assez de puissance pour compenser le déclin des énergies fossiles. Et il n'y a pas assez d'énergie fossile pour développer massivement les énergies renouvelables de façon à compenser le déclin annoncé des énergies fossiles. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, c'est très compliqué, ça veut dire un cercle vicieux terrible. On n'a pas assez d'énergie fossile pour développer des énergies renouvelables qui permettraient de remplacer les énergies fossiles. Donc on est dans un cercle vicieux absolument tragique qui est négligé par les défenseurs des énergies renouvelables. Et là j'accorde à Yves de Kerdrel, et je l'ai longtemps dit, j'ai fait une conférence hier, il y a 2 ou 3 ans sur le sujet. On a une écologie qui est souvent exagérément politicienne et qui est beaucoup plus préoccupée par les prochaines élections que par l'avenir de la planète, mais je referme là une parenthèse d'humeur. Second handicap, aucune de nos institutions n'est adaptée à un monde sans croissance. Je l'accorde là tout à fait à Yves de Kerdrel. Nos institutions, nos habitudes mentales, nos systèmes organisés ont été conçus pour la croissance et par la croissance. Donc c'est vrai qu'on ne sait pas faire pour l'instant à ce niveau-là. On est incapable d'avoir les institutions et l'imaginaire qui permettraient d'aborder ce qui est peut-être nécessaire, ou peut-être pas, un monde sans croissance. Alors je termine par les inconnus et les certitudes. 4 certitudes, me semble-t-il. On les trouve énoncées dans Comment tout peut s'effondrer. Aujourd'hui, disent les auteurs, nous sommes sûrs de 4 choses. Petit 1, la croissance physique de nos sociétés va s'arrêter dans un futur proche. Arrêt de la croissance, lié à tous les épuisements dont nous avons parlé. Deuxièmement, nous avons altéré l'ensemble du système Terre de manière irréversible, en tout cas à l'échelle géologique des humains. La parenthèse est importante. Ce n'est pas la Terre qui est menacée, c'est nous. La Terre se portera bien, elle mettra peut-être 5 millions d'années ou 2 milliards d'années à se guérir. Elle s'en fout la Terre, hein. Elle ne vit pas à l'échelle de temps des hommes. C'est nous qui sommes menacés. Ce n'est pas la planète qu'il faut sauver, c'est nous. Sinon vous tombez dans la deep écologie, l'écologie profonde. Un bon moyen pour faire mieux vivre la planète serait de faire disparaître l'humanité. Certains sont prêts à aider à ce projet. Non, je suis sérieux, c'est pas de la rigolade. Troisième point, nous allons vers un avenir très instable, un avenir non linéaire, comme le disent les spécialistes, dont les grandes perturbations seront les normes. Et enfin, 4e certitude, nous pouvons désormais être soumis potentiellement à des effondrements systémiques globaux. Donc voilà un premier point. Deuxième point, il est impossible, et ça c'est peut-être un problème qui a commencé à être débattu avec Yves de Kerdrel précédemment, il semble impossible, à nouveau je manie la prudence, il semble impossible de généraliser à la planète le modèle occidental. Tout semble démontrer que c'est impossible. Un monde dans lequel l'immense population du tiers-monde, et qui va encore augmenter, puisque vous nous annoncez, M. de Kerdrel, 500 millions d'habitants supplémentaires en Inde. On se réjouit pour eux, mais on s'inquiète en même temps. Un monde dans lequel l'immense population du tiers-monde atteindrait le niveau de vie actuel du premier monde, ce qu'on appelle le premier monde, le monde occidental, est un monde impossible. C'est un monde qui ne peut pas exister, c'est un monde qui ne peut pas voir le jour pour 1000 raisons, la limite de la planète dont on parlait tout à l'heure. Troisième facteur très important, l'obligation, tout en étant interconnecté, de résoudre ensemble la totalité des problèmes qui menacent la planète et qui menacent l'humanité. Ça, c'est
un défi gigantesque. On n'a peut-être jamais eu de défi pareil à relever. Je cite Jared Diamond, chacun de nos 12 problèmes, alors il en énonce 12, peu importe, 8, 10, 12, c'est pas très grave. Chacun de nos problèmes, faute de solution, nous causera un grave dommage. Mais comme tous interagissent les uns avec les autres, si nous en résolvions 11, mais pas le 12e, nous serions encore en danger, quel que soit le problème non résolu. Tout cela étant, nous devons donc les résoudre tous. On a une série de problèmes interconnectés, interagissants. En résoudre un ne sert à rien, et même si on résout 90% des problèmes, les 10% qui restent, par réaction en chaîne, vont réagir sur les 90% qu'on croyait avoir résolus et qui vont en fait s'aggraver. Les sociétés sont à ce point interconnectées que le risque auquel nous sommes confrontés, c'est bien celui d'un déclin mondial. On a vu tout à l'heure comment certains s'en préoccupent. Alors il y aurait 3 déclins possibles. C'est un physicien irlandais dont on commence à beaucoup parler, un analyste apparemment talentueux qui s'appelle David Horowitz, qui nous montre que la phase d'effondrement, si elle advient, peut prendre 3 trajectoires possibles. Un déclin linéaire, progressif, mais la meilleure hypothèse. Un déclin oscillant, on retrouverait presque Kondratiev, des moments de haut, des hauts et des bas, une trajectoire en sinusoïde, ou bien l'effondrement systémique et brutal de l'ensemble. Alors je conclus mon propos, dont j'ai conscience qu'il a été extrêmement rapide. Quelles sont nos faiblesses, quels sont nos atouts? Je commence par nos faiblesses parce qu'elles sont malheureusement les plus nombreuses. Première faiblesse, nous ne sommes pas équipés mentalement pour percevoir les dangers que représentent les menaces systémiques ni les menaces à long terme. Un philosophe comme Edgar Morin, à qui on peut faire beaucoup de reproches, a essayé d'imposer la pensée qu'il appelle systémique et holistique. Pour l'instant, elle n'y est pas parvenue. On n'est pas équipé mentalement. On reste dans un esprit analytique, segmentaire, et on n'a pas l'équipement mental qui nous permet de penser la menace systémique. Deuxième faiblesse, nous sommes aveugles le plus souvent aux menaces qui pèsent sur nous. Je cite Diamond, j'ai beaucoup aimé cette phrase. Les étudiants à qui il s'adresse, il parle beaucoup aux étudiants, parce qu'il y a une certaine confiance en l'avenir, la confiance dont parlait notre ami tout à l'heure. Les étudiants se demandaient si, à supposer qu'il y ait encore des terriens vivants dans 100 ans, pas sûr du tout, hein, mais à supposer, les étudiants se demandaient si les hommes du 22e siècle seront aussi stupéfaits de notre aveuglement que nous le sommes de celui des habitants de l'île de Pâques. Belle question, les étudiants. Qu'on n'ait pas encore tiré les conséquences du rapport Meadows pourrait à la limite se comprendre. Il a été publié il y a à peine 45 ans. Mais la question de l'épuisement, donc du gaspillage des énergies fossiles, se pose depuis plus de 2 siècles. On l'ignore généralement. Dès le début de l'ère industrielle, autour de 1800, il y a eu un certain nombre de voix qui se sont élevées aux États-Unis, en Angleterre, en France, pour prêcher une consommation raisonnable. Mais leur voix fut aussitôt marginalisée, ils ont perdu très très vite la bataille. Donc cet aveuglement, moi qui étais un grand lecteur de science-fiction, il y a une trentaine d'années ou un peu plus, j'ai retrouvé dans ma bibliothèque un livre que je vous recommande, Le troupeau aveugle de John Brunner, 1974, c'est en même temps presque que le rapport, c'est un chef-d'œuvre absolu. Il décrit comment une humanité se précipite dans la catastrophe, dans l'aveuglement le plus total. C'est un beau compliment, je crois, au livre sur la collapsologie. Troisième faiblesse, la proximité que nous avons signalée entre l'apogée d'une civilisation et son déclin. C'est évidemment un facteur aggravant. Parce que nous sommes dans ce qui ressemble à une apogée, il nous semble inconcevable que l'effondrement nous attend immédiatement après l'apogée. Je cite Diamond, on ne peut imaginer que les États-Unis en général, et Hulse Farm, ces grandes fermes gigantesques aux États-Unis, s'effondrent dans un avenir prévisible. Pourtant, lorsque la ferme des Vikings, le Groenland viking était à leur apogée, leur déclin semblait tout aussi inconcevable. Quatrième et dernier facteur, nous serions dans un terrible compte à rebours. Alors certains s'amusent à avancer des dates, c'est la même chose pour l'intelligence artificielle et la singularité. Je crois que vous avez eu raison, Yves de Kerdal, de nous mettre en garde contre les prévisions de tout genre. Le propre des prévisions, c'est qu'elles ont toujours été fausses.
il est particulièrement difficile de prévoir l'avenir. Il est impossible d'avancer une date avec précision, mais ce qui est certain, ça c'est une certitude, c'est une faiblesse et une certitude, chaque année qui passe réduit notre marge de manœuvre. Plus nous retardons le moment où nous prendrons des décisions fortes, plus ce sera difficile. Alors quels sont nos atouts? Je termine quand même par une note positive. Ceux qui me connaissent seraient étonnés du contraire. Il y a 3 facteurs d'optimisme, malgré tout au terme de mon exposé, dont j'ai conscience qu'il a été fortement négatif, mais je vous ai exposé des théories qui ne sont pas spécialement euphorisantes. Premier atout, le peuple contre les élites. Les élites ont toujours failli, c'est ce que montre Diamond, c'est ce que montrent tous les historiens. Les élites ont toujours été les plus aveugles à l'effondrement qui se préparait. Ce sont les peuples, au fond, qui tiendraient entre leurs mains la solution. La question évidemment qui se pose, est-il rationnel de faire davantage confiance au peuple qu'aux élites? Je ne répondrai pas à cette question. Je cite Diamond à propos des désastres provoqués par les compagnies minières aux États-Unis. Vous avez tous entendu parler de ça, les catastrophes régulières qui sont produites. Diamond écrit « Le public américain est tout aussi coupable d'inaction que les compagnies minières et que le gouvernement. C'est nous, le public, qui portons l'ultime responsabilité. » Je crois que c'est important de rappeler cela. C'est en définitive le peuple, les hommes, les consommateurs, qui, en fonction de leur mode de vie, qui portent la vraie responsabilité. Arrêtons de toujours nous défausser sur les soi-disant décideurs. Deuxième point, la puissance économique des peuples. Ça aussi, c'est souvent signalé et parfois oublié. C'est le public, indirectement ou par le biais de ses représentants, qui a le pouvoir de rendre des politiques destructrices pour l'environnement non profitables. C'est nous qui avons ce pouvoir. Non profitables et illégales. Et de faire au contraire, et ça commence peut-être, si de Gardrel a raison de nous le dire, et je ne vois pas pourquoi son annonce serait contestable, de mener à bien des politiques favorables à l'environnement. Il faut que ces politiques favorables à l'environnement soient source de profit. Ce n'est pas scandaleux du tout, l'économie fonctionne ainsi, et il faut rendre profitables ces investissements-là. Et puis troisième facteur, et cette fois c'est peut-être l'adjoint à l'éducation qui prend le relais de l'adjoint à la culture, c'est le contact avec les enfants de la garde qui me remonte sans cesse le moral, l'irrésistible montée de la conscience écologique, en particulier sur les plus jeunes, et moi je vois ça, c'est nos enfants de l'école primaire avec lequel un très beau travail est effectué, y compris au niveau de l'art, à la garde. Il semble indiscutable que le souci environnemental progresse régulièrement, en particulier dans les jeunes générations, de par le monde, et c'est peut-être la génération qui vient, après sa crise d'adolescence, évoquée par Nadège Bovis, qui réglera le problème. Merci de m'avoir écouté. Alors je vais maintenant laisser la parole à celui qui a eu la patience d'attendre jusque-là, mais c'est le prix à payer quand on est l'invité d'honneur du TEMA. Donc je suis extrêmement heureux d'accueillir Vincent Cespedes. Il est philosophe, il est essayiste, il est compositeur aussi. Si vous allez voir la note que consacre Wikipédia, qui me semble presque convenable, non, vous ne la connaissez pas, bon, elle me semble assez convenable. On insiste sur les compositions tout à fait remarquables que vous avez menées à bien. Vincent Cespedes est passionné par les nouvelles technologies. Il considère que la jeunesse est douée, je le cite, d'une intelligence connective, supérieure aussi bien à l'intelligence individuelle qu'à l'intelligence collective. Il a créé une application que j'ai essayé de mettre sur mon portable, mais je l'appellerai au secours tout à l'heure parce que j'ai eu des problèmes, qui s'appelle Philohack. Elle permet de produire des leçons de philosophie et même, d'après ce que j'ai lu, des plans de dissertation. Donc j'ai bien fait de prendre ma retraite parce que j'aurais corrigé Philohack et non pas mes étudiants. Plusieurs de ces essais ont été des succès. Mélangeons-nous, enquête sur l'alchimie humaine, publié en 2018, et puis le seul livre, je lui ai dit tout à l'heure, j'en ai fait l'aveu, honteux, le seul livre de Vincent Cespedes que j'ai lu en 2010, que je vous recommande vivement, qui est un petit bijou, L'homme expliqué aux femmes, qui a été un succès de librairie considérable. Donc je vous demande d'applaudir Vincent Cespedes.